Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce live chance, dans le cadre de la semaine des lives en coulisses, où on va découvrir des métiers ensemble. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc chance, c'est en fait un bilan, enfin on a plusieurs programmes d'accompagnement. Le plus connu, c'est le bilan compétences. Et dans cette méthode, en fait, qu'on anime, à un moment, on vous propose d'aller vous confronter à la réalité des métiers. Et donc, c'est ce qu'on va vous proposer toute cette semaine de live métier. Explorer ensemble plus de 50 métiers. Donc, bonjour Aurélien et merci d'avoir répondu un grand oui pour donner 30 minutes de ton temps pour aider les autres. Bonjour Alizé, je t'en prie, avec plaisir. Je suis passé par là, donc c'est un plaisir de pouvoir moi-même aussi donner un peu de mon temps. Oui, tu as fait le bilan chance. Oui, exactement. Ok, super. Moi, c'est Alizé. C'est vrai que je ne me suis pas présentée, excusez-moi. Je travaille chez Chance et je suis heureuse de découvrir avec vous la voie professionnelle d'Aurélien. Donc, le but de ce live, c'est qu'il soit interactif. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Moi, je pourrais les poser à notre invité. Si vous voulez, pour commencer, vous pouvez peut-être nous dire d'où vous nous écrivez. Voilà, moi, je suis par exemple dans les Yvelines. Voilà, je vous le mets dans le chat. Vous pouvez nous dire un peu d'où vous êtes. Et en attendant, est-ce que Aurélien, tu veux nous résumer un peu ton parcours et comment tu es arrivé du coup à cette activité d'apiculteur? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Comme on a 1 heure devant nous, je vais prendre le temps. Non, je plaisante. On a Euh, 30 minutes, ouais. on a 30 minutes, donc je vais faire assez court. Mon parcours, il est, j'ai envie de dire, atypique, puisque j'ai démarré par une formation à l'école hôtelière. Au tout début de mon existence d'étudiant et très rapidement en fait en sortant de ce métier, en sortant avec cette formation, je me suis rendu compte que ça n'allait pas correspondre à la vie que je voulais mener, notamment à construire une vie de famille, à voir mes amis, voilà, à vivre pleinement ma vie de jeune sortant des études. Et du coup, j'ai choisi un autre chemin. Donc, j'ai fait une première reconversion dans le domaine logistique qui m'a amené à faire de la logistique, mais dans un domaine qui m'a passionné pendant une vingtaine d'années, le sport automobile. Voilà. Et ensuite, j'ai fait différents autres métiers dans d'autres domaines, notamment dans le BTP, dans la logistique, j'en ai parlé, et aussi dans le commerce, dans le thé et dans le café. Voilà, donc j'ai vraiment un parcours atypique, mais qui m'a permis de prendre beaucoup d'expérience à différents postes et de me dire un jour, je monterai ma boîte et toutes ces expériences, je les mettrai en fonction, je m'en servirai et voilà, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc le thé, le café et maintenant ce qu'on met sur les tartines. C'est ça. Et maintenant le miel. Miel. Exactement. Oui, et en fait, cette passion était là, mais je ne l'exploitais pas. Cette passion de la nature, de l'environnement en général, de l'apiculture, puisque ma grand-mère m'avait fait faire un stage en apiculture, étant plus jeune. Elle y était très sensible. Elle me faisait écouter le chant des oiseaux, essayer de reconnaître des oiseaux. On faisait beaucoup de promenades en forêt. On essayait de reconnaître les arbres, les fleurs. C'est vrai que tout ça, je l'avais mis un peu de côté. Et quand j'ai retrouvé ces sensations, ces émotions euh, que j'avais connues étant jeune, en fait, j'ai eu très envie d'en faire plus que ma passion, mon métier. Voilà, plus qu'une passion, un vrai métier. Un retour aux sources. Oui. Tu dirais que c'est quoi qui t'a drivé vraiment vers ça? Est-ce que c'est l'amour des abeilles, l'amour du miel ou l'amour de la nature de manière générale? Je dirais que c'est de l'amour de la vie en général. Ok. Ce qui m'a drivé vers ça, c'est vraiment l'amour de la vie et en fait de me dire, OK, quel sens je veux donner à ma vie à partir de maintenant? Voilà. Mm. Il a fallu aussi faire le point sur quel sens j'avais donné à ma vie jusqu'ici. Mm. Donc là, c'était quelle chance, de quelle façon je veux vivre les années qui suivent. Et je me suis reconnecté à ça en me reconnectant à moi-même. En fait, Mm. je me suis reconnecté vraiment à cette partie-là, à partie environnement, nature, parce que je me suis reconnecté à moi-même et que je me suis dit, OK, la question que je me suis posée, c'est qui je suis vraiment. Donc, en fait, je suis parti de ce Ouais. postulat-là.
Et c'est là où chance aussi est intervenue et où j'ai pu vraiment comprendre bah, voilà, que certaines sensibilités que j'avais, c'était parce que j'étais sensible à mon environnement. Pourquoi je me retrouvais souvent à quatre pattes dans le jardin à observer les fourmis et que les copains me prenaient pour des fous. Mais oui, mais c'est parce que j'avais cette sensibilité-là et que je n'osais pas, en fait. Je n'osais Ouais. pas aller vers ça, en tous les cas pas pour en faire mon métier. Et un jour, j'ai dit non. J'ai dit stop, je suis en fait cette personne-là. Je me réaligne avec les valeurs qui ont toujours été les miennes, mais que je n'avais pas forcément, dont je n'avais pas forcément conscience. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Donc pour bien comprendre, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est suite au bilan chance, du coup, que tu es devenu vraiment apiculteur, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Ok. Ouais, c'est exactement ça. En fait, d'ailleurs, petite anecdote assez drôle, c'est que, en fait, pendant le bilan, on exploite évidemment les différents, les quatre piliers. On Ouais. tourne autour pendant le bilan. Et à un moment donné, vient la liste des métiers qui peuvent Mm. correspondre à ce qu'on est, Mm. à ce qu'on voudrait faire. Et moi, il Mm. n'y a rien qui ressortait. Et à un moment donné, il y a apiculteur. Et je me souviens, j'étais avec ma femme à ce moment-là et je lui dis bah apiculteur. Elle me dit apiculteur. Ah, elle me dit bah ouais, tu pourrais être apiculteur. Je dis bah non, n'importe quoi, je vais pas devenir apiculteur. Je sais pas du tout les bases du métier. Je connais très peu de choses. Bah oui, mais tu t'y intéresses. Si, je te vois bien apiculteur. Ah bon? Et donc du coup, à partir de là, en fait, une personne, en l'occurrence ma femme, m'a dit bah ouais, tu peux devenir apiculteur et voilà, le chemin s'est fait comme ça en me disant bah ouais, en fait, tu peux y croire quoi. Ouais. Et C'est une donc, belle histoire. voilà, c'est vraiment c'est pour ça que dans ce parcours, moi, pour moi, c'est plus qu'un bilan de compétences. Ah bah, oui. Et c'est pour ça qu'aussi j'aime à prendre ce temps à transmettre ce passage qui a fait que bah, ça, quelque part, ça a changé ma vie, quoi. Ok, trop bien. Ouais, le bilan se concentre pas uniquement sur notre CV ou nos expériences, c'est vraiment, il nous prend comme une personne à part entière avec nos envies, nos rêves, nos goûts, nos dégoûts aussi. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Exactement. Toi, donc tu es dans l'Est, hein, c'est ça, dans le Grand Est. Oui, je suis basé à côté de Reims. Ok. Donc là, tu as combien de ruches, par exemple, pour nous donner Euh, une idée? Là, j'ai une quarantaine de ruches. Ah ouais, quand même. Mon activité a démarré, bah, c'est peu, c'est peu, on va dire C'est c'est peu peu. pour un apiculteur Ok. professionnel, mais quelque part, en fait, c'est pas le nombre de ruches qui compte, c'est surtout pour moi le nombre de personnes sensibilisées. Hmm. Le cœur de mon activité, c'est de sensibiliser à la biodiversité en général. Et les ruches, en tous les cas les abeilles, en général, sont un super moyen de sensibiliser, puisque qui ne connaît pas les abeilles? Hmm. Par contre, on ne sait pas forcément tout ce que font les abeilles, tous les services qu'elles nous rendent, Ouais. et le monde qui entoure aussi ces abeilles. Euh, voilà, donc c'est dans ce monde-là que j'ai envie d'embarquer les gens. Et voilà, quand à la fin des animations, je les vois tous avec le smile et qu'ils étaient arrivés à l'animation en se disant mais qu'est-ce qu'on fait là? Hmm. On nous avait dit animation de biodiversité, on n'était pas très chaud, on savait pas de quoi on allait parler. Et en fait, ils repartent avec des informations, ils ont envie d'en parler à leurs enfants, à leur famille. Enfin voilà, pour moi, en tous les cas, si c'est ça, le pari est gagné, quoi. Ouais. Bon, bah, trop bien. On a des questions qui arrivent dans le chat, donc si on a d'autres, surtout sentez-vous libre, hein, n'hésitez pas, on est là pour ça justement, pour les poser à Aurélien. Alors on a une question, alors il y a plusieurs Lucille. On a une première Lucille qui te demande quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien. Ok. On rentre direct dans le vif. Les difficultés que je rencontre au quotidien, bah là, en ce moment, bah, clairement, en fait, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation parce qu'il faut s'adapter. Bah voilà, j'ai choisi un métier où il faut s'adapter à l'environnement, hein, comme les maraîchers, comme les agriculteurs. On doit s'adapter à un environnement qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a jamais maîtrisé et qu'on ne maîtrisera jamais, à un environnement en l'occurrence climatique. Ça, c'est le premier des défis du moment. Là, aujourd'hui, je peux le dire, mais nos abeilles manquent cruellement de ressources cette année, de par cette météo très capricieuse. Donc là, je croise les doigts pour que les températures qui dépassent les 20 degrés cette semaine tiennent encore
jusqu'à début juillet, mi-juillet, parce qu'en en réalité, on est en fin de saison apicole. Ouais, parce que le miel, ça se récolte au mois d'août. Et ouais, juillet, août pour les derniers, septembre dans certaines régions. Mais voilà, en gros, la saison apicole se termine là. Donc, pour répondre à la question de Lucille, ouais, la première difficulté, en gros, c'est vraiment l'adaptation. Il faut avoir une capacité d'adaptation et pas se dire, voilà, ce que je fais, c'est comme ça que je le fais à tel moment, etc. Non, moi, mon planning, il peut être remis en cause À cause de la météo. quel moment à cause de la météo. Ou des frelons asiatiques? Oui, bah voilà, ça touche aussi à l'environnement, c'est-à-dire à des prédateurs qui touchent à mes abeilles, à la pression des parasites comme le varroa qui tue les abeilles, à l'utilisation de pesticides par des agriculteurs qui sont aux alentours, à une pollution dans l'eau, voilà, toutes ces choses-là. Donc, c'est ça aussi qui fait que ce métier-là est passionnant, c'est qu'on maîtrise rien. On doit s'adapter en permanence. La première chose que je fais chaque matin, c'est de regarder la météo. Dans quel sens est le vent, ce qu'ils annoncent heure par heure dans la journée. Et il se peut qu'à un moment donné, je dise oui, mais je ferme tout, je ferme l'ordinateur, je claque tout, je mets mon téléphone en ne pas déranger et je pars aux ruches parce qu'on a une fenêtre météo de 2 heures de soleil sans vent et que c'est le bon moment d'ouvrir des ruches. Voilà. Parce qu'elles sont fermées quand il fait pas beau et dès qu'il va faire beau, il faut ouvrir. Il faut ouvrir pour les contrôler. Elles restent ouvertes en permanence pour elles leur permettre des allers-retours. Mais par contre, ouvrir, nous, notre métier, c'est de les accompagner. Qu'on se le dise, elles existent depuis plus de 100 millions d'années, elles n'ont pas eu toujours besoin de nous. En l'occurrence, à un moment donné, l'humain les a mis en boîte, dans des ruches. Et là, on doit s'en occuper, c'est d'un point de vue sanitaire, contrôler au moins tous les 15 jours qu'elles vont bien, voilà, qu'elles évoluent correctement. Ok, trop bien. Ça donne plein d'autres questions du coup dans le chat. Alors je vais essayer de les regrouper par thème. Donc Lucille, je reviendrai aux autres questions, mais là on a une question qui est liée. J'espère que j'ai répondu à Lucille. On a Barbara qui dit, si je comprends bien, ton activité comprend production, vente et sensibilisation. Est-ce que tu as assez de temps pour la sensibilisation? Est-ce que c'est rémunérateur également? Très bonne question. En fait, dans l'affirmation n'est pas juste puisque je l'ai peut-être mal présenté, mais c'est vrai que mon métier principal, c'est la sensibilisation. La production, c'est simplement pour vendre. En tous les cas, la production, c'est production de miel, puisque les autres produits de la ruche, je ne les prends pas, je les prélève pas. Je prélève le miel dans les ruches que je revends aux professionnels, puisque j'installe des ruches dans les entreprises dans le but de sensibiliser, d'accompagner les entreprises dans des projets RSE. Et ce miel, du coup, leur est destiné. On communique aussi évidemment sur le pot de miel avec une étiquette à leur effigie. Voilà. Donc j'ai envie de dire que la production se limite à ça. Et la sensibilisation, oui, c'est vraiment c'est le cœur de mon métier. Et donc les animations représentent aujourd'hui, j'ai envie de dire, 10% de mon activité, mais j'aimerais que ce soit au moins 50%. Voilà. La première difficulté, c'est de se faire connaître aussi et de se faire une réputation. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se faire. Le bouche à oreille fait que voilà, des entreprises me contactent en me disant « Vous êtes intervenu dans telle entreprise, ça a eu un succès fou, ça a dépassé les espérances du projet. On aimerait vous faire intervenir sur ce sujet-là, sur cet autre sujet. » Et ce qui marche, c'est en tous les cas, la clé pour moi, c'est évidemment d'y mettre l'énergie, mettre du sens et aussi de personnaliser, c'est-à-dire de faire attention au public qu'on a en face de nous et de faire qu'on ait de l'échange, qui est de l'échange. On n'y vient pas pour juste transmettre des informations, on y vient aussi pour échanger, pour prendre leur avis, pour s'amuser, j'ai envie de dire, avec eux, qui est vraiment de la participation. Ouais. Oui, le bouche à oreille, ça prend pas tout de suite, mais après, une fois que ça prend, ça peut vite décoller et on peut être on a parfois des problèmes de riches où on a trop de demandes et on n'arrive pas à J'aimerais, pas encore. Ouais, ça y viendra sûrement. Déjà, là, nous aussi, on pourra parler de ton activité autour de nous, évidemment. Avec plaisir, en tout cas. Alors, on a Mag qui demande si, en fait, par rapport
Tu disais toujours, tout à l'heure, tu disais, il faut savoir s'adapter à l'environnement, aux aléas, etc. Mac demande si cette incertitude quotidienne ne te génère pas trop de stress. Comment est-ce que tu gères, par exemple, une perte importante ou peu de production? Ouais, c'est vrai. Si, ça génère du stress. Mm. Clairement, oui, ça génère du stress. Mais je suis plutôt quelqu'un de nature optimiste. Donc voilà, en fait, je l'accepte. Ce stress, enfin, c'est aussi quelque chose que j'ai appris, c'est accepter ce stress. Donc, si ça me stresse, je vois la météo, etc., ça me stresse, je me dis, elles vont pas avoir de ressources. Voilà, je réfléchis à plusieurs solutions, potentielles solutions. Et j'en parle surtout puisque je fais partie d'un regroupement. B-City, c'est un regroupement de plusieurs sociétés. Et du coup, on échange entre nous. Ça, c'est ce qui est hyper important aussi, c'est que je suis pas seul. Donc j'ai la possibilité d'échanger sur ce stress, de voir comment réagissent les autres et de prendre une décision. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi un moteur. Ce stress, j'essaye de le transformer en moteur pour que ce soit une énergie plutôt positive. Et puis, ce stress, je l'évacue quand je vais aux ruches. Quand j'ouvre une ruche, voilà, c'est des émotions particulières, c'est des sensations particulières, c'est des odeurs particulières. Donc je suis totalement dans un autre environnement. Pour moi, c'est déstressant d'entendre ce bourdonnement, cette agitation. Et puis, j'ai une vraie conversation, j'ai un vrai échange avec mes abeilles. Je préviens souvent mes clients en disant, soyez pas étonnés quand je viens rendre visite à vos abeilles, je vais parler. Je vais Ouais, certainement parler tout seul aux ruches, mais ouais, c'est comme ça, j'ai pris cette habitude-là. Je ouais, leur dis bonjour, les filles, quand j'arrive ouais. systématiquement. Il y a cette forme de C'est beau ce que respect tu aussi. dis. Voilà. Ouais. Tu vas en combinaison, j'imagine, en combinaison intégrale avec la visière, avec le grillage, là. Alors non, 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 je suis pas fan de la combinaison intégrale parce tu fais que j'ai comment besoin alors? de contact. Le contact permet aussi à l'abeille de pouvoir de temps en temps me prévenir et me dire là tu nous déranges un peu trop, elle pique. Donc Euh, tu fais piquer régulièrement? les piqûres sont régulières, mais voilà, je fais attention à pas en prendre trop non plus, mais j'en prends Ouais. quelques-unes et c'est aussi une manière pour elles de communiquer que Mmh. voilà, elles ont une certaine limite aussi à un moment donné Mmh. quand on Mmh. visite, on peut pas prendre non plus tout son temps, quoi. Mmh. Donc j'ai Mmh, besoin c'est de cette connexion. Voilà. mmh. Ouais, je comprends. Donc, j'ai évidemment le chapeau, indispensable pour se protéger le visage. J'ai déjà été piqué au visage. C'est pas très agréable, ça dure un petit Ça va moment. gonfler d'un côté. C'est ça. Quand on a un œil qui s'ouvre plus, c'est un peu ennuyeux. Tu te fais piquer combien de fois en moyenne par semaine? Oh, toutes les semaines. Quasi 2 à fois chaque. par semaine, à peu près? Dans la semaine, deux, trois fois deux, OK. trois fois dans la semaine en saison OK. apicole. Ouais, ouais. Ouais. Mais parce que t'es pas en combi aussi. OK. Oui, Non, mais parce que intéressant. Moi, je pose des questions utiles aussi, hein. Si on veut se projeter sur le métier d'apiculteur, faut le savoir. On peut se faire piquer plusieurs fois par semaine, c'est important. oui, faut En même pas. temps, sans doute, hein. Et alors, sachez-le, moi, avant de devenir apiculteur, en fait, je ne savais pas si j'étais allergique, donc j'ai pris le risque. Ouais, Les premières piqûres, j'ai dit, bon, on va voir comment je réagis. ouais, À la première piqûre, on gonfle beaucoup, et celles d'après, ça va beaucoup mieux, hein. Maintenant, je ouais, gonfle beaucoup moins des mains. ouais, ça s'habitue. Ça, voilà, je ne savais pas ça, et surtout, j'avais peur des piqûres. Maintenant, j'ai plus peur, en fait, de faire des prises de sang. Ah oui, ça Voilà. t'a ça t'a La douleur, attiré. voilà, je suis habitué à la douleur, en fait. Ouais, ouais, je vois. On s'y OK. habitue. Voilà. On a Lucille qui demande quelle formation tu as suivie dans le métier, mais aussi sur la partie sensibilisation. Un peu comme tous mes métiers, sauf certains qui ont demandé des études particulières, comme la logistique, comme l'hôtellerie-restauration que j'avais pu faire. Ouais. J'ai pas suivi de formation, en fait, de cursus particulier. J'apprends énormément. En fait, j'apprends énormément de par moi-même. Trop bien. C'est beaucoup de culture, c'est beaucoup de rencontres aussi. Beaucoup d'écoute de podcasts, de lectures. J'ai fait une formation évidemment apicole. Il y a des écoles apicoles, des écoles d'apiculture. Vous pouvez vous OK. renseigner auprès de chez vous. Il y a forcément une école près de chez vous. Donc c'est un regroupement d'apiculteurs, souvent un petit syndicat qui donne des cours sur plusieurs samedis, quelques heures pendant plusieurs samedis. En général, c'est 4-5 samedis. Un peu de théorique, un peu de pratique. C'est indispensable, notamment d'un point de vue sanitaire. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans l'apiculture,
Lancez-vous, franchement, c'est incroyable. C'est un monde vraiment merveilleux, incroyable à découvrir. Mais par contre, préconisation, d'un point de vue, première préconisation, c'est d'un point de vue sanitaire, il est important de connaître comment protéger nos abeilles, comment faire pour que quand elles ont des maladies, elles ne se les transmettent pas de ruche en ruche. Ouais, Voilà. ouais, je comprends. Donc, cursus, c'est une formation en école, en formation école apicole, libre à chacun de pouvoir s'y inscrire. Et après, c'est beaucoup de curiosité. Ouais, d'accord. Et justement, sur la partie sanitaire, on a une question de Aurel qui demande s'il y a des obligations sanitaires coûteuses ou est-ce que tu peux gérer un peu comme tu veux? L'apiculture est coûteux d'un point de vue sanitaire. Non, c'est pas forcément, c'est pas la partie qui est la plus coûteuse. Non, non. Là, pour le coup, d'un point de vue sanitaire, c'est surtout de la vigilance. Voilà. Et aussi de la rigueur. C'est important quand on détecte une maladie. Après, il y a un suivi en termes de jours, de visites, de nombre de visites. C'est-à-dire, on peut pas se dire on prend une ruche et j'y vais pas en pleine saison apicole, j'y vais pas pendant 3 mois. Je laisse la nature faire. Non. De nos jours, c'est pas possible. Peut-être qu'avant ça se faisait parce qu'il y avait beaucoup moins de parasites, beaucoup moins de pesticides, qui faisait qu'on pouvait laisser une colonie un peu évoluer par elle-même. Là aujourd'hui, non, on se doit de contrôler notamment la présence du varroa, qui est le parasite qui décime les colonies d'abeilles. Mmh. On a plein de questions qui sont arrivées là. Je vais devoir faire des choix, je suis désolée. Je cherche les questions qui peuvent couvrir un max de choses. Il y a Lucille en fait qui demande comment est-ce que tu vois l'avenir de l'apiculture avec le réchauffement climatique. Pas évident. Je surveille leur capacité à s'adapter, ce qui, moi, m'émerveille et me permet aussi de me dire, bah, ok, si elles y arrivent, pourquoi on n'y arriverait pas? Voilà. Mais comment je vois l'avenir, moi, je le vois positivement pour le moment. Mais par contre, la sensibilisation est vraiment de plus en plus importante et contrairement à ce qu'on pense, elle est vraiment pas faite. Enfin, je veux dire, beaucoup de personnes en ont besoin. Voilà. Donc il faut, Ouais. voilà, la première chose, observer, prendre le temps d'observer, de s'émerveiller. Ouais. Merci beaucoup Aurélien. On a Farid qui demande si tu peux nous décrire une journée type. Ouais, une journée type. Je regarde la météo. Ouais. De la communication, c'est hyper important sur ce que je fais. Donc, LinkedIn est mon premier moyen de communication. Voilà, je prépare des posts. À ce propos, j'ai une question. Je voulais savoir pour tous ceux qui m'ont posé des questions et on n'aura pas le temps de couvrir. Est-ce que tu acceptes que je partage ton LinkedIn dans le chat? Oui, avec plaisir. Je prendrai le temps de répondre à vos questions. Si j'en ai pas le temps sur la Super. fin de la saison apicole, je le ferai après. Ok. Bah merci. Du coup, tu peux nous raconter la journée type et moi, je transmets ton LinkedIn Voilà, pour ceux qui voudront te poser des bien questions sûr, après. avec plaisir. Journée type, météo, un petit coup LinkedIn. Je prospecte toujours puisque je cherche de nouvelles entreprises pour de nouveaux projets. Donc, je me mets à jour aussi sur l'actualité de la biodiversité. Le matin, c'est ce que je fais aussi. Chercher un peu l'actu de la biodiversité aujourd'hui. Où est-ce qu'on en a parlé? Qu'est-ce qu'on a dit? Aujourd'hui, j'étais en rendez-vous. Donc, ça m'arrive aussi d'avoir des rendez-vous, évidemment, sur un site. Là, on a fait une balade d'1 h 15 sur le site. Magnifique site. On se projette sur plein de choses, de la plantation. Et visite aux ruches, visite de mes clients, chez mes clients, ou visite de mon rucher, donc le rucher est un regroupement de plusieurs ruches pour bah voilà, prendre un état tous les 15 jours, un état sanitaire. Et puis c'est de l'organisation en permanence. Je réorganise mes journées en fonction de la météo, donc là il faut être plutôt agile à ce niveau-là. Voilà, Ouais. ça c'est vraiment et préparation d'animation. J'ai toujours des animations qui se calent dans les mois à venir, mais je les prépare en amont. À chaque fois, je me dis, OK, j'ai cette animation-là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire dedans? Et donc, j'y passe un peu de temps à chaque fois. Voilà. D'accord. Et du coup, tu parles voilà, de surveiller la météo, de s'adapter. Comment tu fais pour concilier ta vie pro et ta vie perso? Est-ce que tu peux partir en vacances, par exemple? Comment tu fais? Ouais, alors je pars en vacances, mais je peux pas partir en vacances en saison apicole, c'est-à-dire de mars à août. Par contre, oui, à partir du 10 août, en gros, on peut dire jusque fin août, début septembre, on n'ouvre plus les ruches.
Puisque là, c'est la période où on a récolté le miel, c'est un peu plus tranquille, la colonie diminue un peu, donc on prend des vacances à ce moment-là. Et puis, j'organise mes journées. Alors, là, en période apicole, je travaille évidemment beaucoup plus. Plus tôt le matin et plus tard le soir, je démarre mes journées à 7h30. Je les finis souvent à 18-19h. Des fois plus. La semaine dernière, j'étais en animation jusqu'à 23h dans une usine pour sensibiliser le personnel de nuit aussi. Ah oui. Voilà, par contre, l'hiver, je vais travailler sur des semaines de 3-4 jours, puisque je vais aussi récupérer un peu du temps des choses que j'ai pas pu faire pendant la saison apicole. Donc, c'est un travail saisonnier aussi. En fonction de la saison, j'adapte mes journées de travail. Ouais. Et là, c'est ma question pour le coup, mais je pense qu'elle peut intéresser tout le monde. Est-ce qu'il faut un capital de départ pour se lancer et tu l'estimerais à combien à peu près, en fonction du nombre de ruches, évidemment, j'imagine? Ouais, tout dépend du projet, mais oui, il faut un capital de départ forcément. Ce qu'il faut mettre dedans, c'est un investissement dans un véhicule qui puisse transporter, un véhicule utilitaire, qui puisse transporter du matériel apicole, ça c'est important. D'avoir un endroit où stocker ce matériel, puisque ça prend vite beaucoup de place, le matériel apicole prend vite beaucoup de place, donc il faut 30 mètres carrés au départ, c'est pas trop petit pour pouvoir stocker du matériel. Donc voilà, ça peut donner des idées de financement d'un véhicule utilitaire, financement d'un local. Bureau, moi aujourd'hui il est toujours à la maison, en attendant que je puisse me payer des locaux. Je travaille de la maison, de mon rucher, d'un peu partout. Ça, je suis assez mobile là-dessus. Et puis après, c'est pouvoir financer ses déplacements, parce qu'il y a des fois, il faut se déplacer aussi, faire pas mal de kilomètres. Ça, c'est les principales sources de finance de départ, de besoin de capital au départ. Et puis acheter quelques ruches. Voilà, une ruche, on en a plus de 100 €, une ruche en bois. Donc le bois étant un produit qui coûte aussi de plus en plus cher. Oui, donc toi, tu achètes la ruche, donc l'habitacle, la maison, et après, il faut avoir la colonie. Il faut mettre une colonie dedans. Une colonie, c'est Ça s'achète ou elles arrivent toutes seules, ou t'en trouves dans la nature, tu trouves un essaim, tu fais comment? Ouais, on peut trouver un essaim, mais nous, on les achète. Enfin, je les achète en fait auprès de quelqu'un qui fait aussi une race d'abeilles qui est douce, qui est réputée douce, pour qu'on puisse justement les visiter avec mes clients. C'est le but aussi, c'est qu'on visite les ruches ensemble. Donc ces abeilles, l'espèce c'est de la buckfast, elle est douce. Et donc j'achète ces essaims-là qui sont plus chers aussi, qui coûtent entre 180 et 200 €. La colonie. Voilà, et après, on change les reines aussi, puisque les reines vivent 2-3 ans, et elles, faut les changer tous les 2-3 ans, les reines, dans une ruche, puisque c'est elles qui assurent la fécondation, la ponte, et là, c'est une quarantaine d'euros. Et donc, tu te rapproches aussi de cette personne qui te vend des essaims pour acheter une reine, ou où est-ce qu'on trouve une reine? Une reine par des éleveurs de rennes. Des éleveurs de rennes, d'accord. Il y a des apiculteurs qui sont spécialisés dans l'élevage. Ah oui, on apprend beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, je m'auto-censure naturellement parce que je pourrais raconter plein de choses. Mais voilà, je m'arrête là en disant, voilà, il y a des éleveurs de rennes auprès de qui on peut acheter des rennes. D'accord. Donc 40 € une reine. 180 €, 200 € un essaim d'abeilles douces. Une ruche, un peu plus de 100 €. Le matériel qui va avec, il faut compter en gros un billet de départ de 500 €. Le véhicule utilitaire, voilà, puis multiplié par le nombre de ruches qu'on veut au départ. L'emplacement pour poser ces ruches. Un terrain, ouais. Voilà, le terrain, mais par contre, alors là, petite astuce, il suffit de demander autour de soi. Des fois, ça peut être le fond d'un jardin, d'un grand terrain qui n'est pas utilisé par quelqu'un. On échange quelques pots de miel contre le prêt de ce terrain au cours de l'année. Ouais. Oui, parce qu'on ne peut pas les mettre à la sauvage comme ça dans la nature. Il faut qu'elles soient sur des parcelles qui appartiennent à quelqu'un. Oui, c'est ça, exactement. Il faut demander l'autorisation qu'on puisse y implanter ces ruches, et puis surtout surveiller qu'elles aient un environnement favorable pour avoir de la ressource alimentaire. Qu'elles aient des plantes mellifères ou des arbres mellifères à proximité. Pollen, eau, nectar, les 3 ressources indispensables. Ok. Bon, trop bien, et hyper intéressant. Bon, le temps passe super vite, on arrive un peu au bout du temps qu'on a ensemble. Merci beaucoup Aurélien, c'était hyper intéressant. Enfin moi en tout cas ça m'intéresse énormément, donc j'ai trouvé ça génial. Pour finir, je voudrais aussi vous parler d'une initiative qu'on vient de lancer chez Chance et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'initiative 3 minutes pour les autres. C'est gratuit et ça vous donne accès à la communauté d'entraide Chance pour quand on cherche un renseignement, ou en fait ça vous permet d'avoir la bonne rencontre au bon moment. C'est vraiment accessible à tous. Je vais vous mettre le lien
dans le chat. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, vous, pour concrétiser un projet professionnel, imaginons que vous voulez vous lancer dans l'apiculture et vous recherchez un associé dans votre région pour le faire à deux, comme ça vous pouvez vous relayer pour partir en vacances, hein, je sais pas. Et ben voilà, ça peut servir à ça notamment. Ben, vraiment, merci beaucoup Aurélien. J'ai mis le profil LinkedIn d'Aurélien dans le chat pour ceux qui auraient des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Désolée. Merci beaucoup. Merci à toi, Alizé, pour cette chance de pouvoir participer à ce live. Et puis merci à tous pour votre participation et n'hésitez pas si vous avez des questions. Top, avec grand plaisir. Et dernière précision, ce live aura un replay qui sera disponible sur le YouTube de Chance. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par ce live, vous pourrez tout à fait lui transmettre le replay, et ne pas seulement lui dire j'ai assisté à un super live, mais vous pourrez aussi leur partager le lien. Et il y aura plein d'autres lives sur d'autres métiers cette semaine également. Encore merci tout le monde, bon appétit si vous n'avez pas déjeuné, et très bonne journée. Au revoir. Au revoir.